plus amplement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, enfin nous y voilà. Nous y voilà depuis 6 ans, depuis la loi HPST de Madame Bachelot. Le rendez-vous que nous avons aujourd'hui, Madame la Ministre, est d'une importance capitale. Tous les sujets traités à travers cette réforme de notre système de santé sont particulièrement difficiles à faire évoluer tant les corporatismes et les lobbies qui les imprègnent paralysent toute évolution du système. Madame la Ministre, je veux m'adresser à vous tout particulièrement. Votre ténacité et vos convictions nous permettent aujourd'hui de débattre d'un projet ambitieux, novateur et profondément réformiste. Vous et votre cabinet avez jusqu'au dernier moment consulté, concerté, chercher des compromis entre tous, et ce en dépit des attaques éhontées, inacceptables, scandaleuses, dont vous avez été la cible et que je tiens ici à dénoncer. Les limites ont été largement dépassées dans une République comme la nôtre. Quand je pense au travail qu'il nous faut faire pour la citoyenneté, après des événements aussi effroyables que le drame du 7 janvier, notamment sur Charlie Hebdo, on prend conscience qu'il y a un chemin important à parcourir, y compris vis-à-vis de gens dont on pouvait attendre d'autres comportements et d'autres propos. Au regard des slogans que l'on a pu lire dans les manifestations, quel exemple est donné à notre jeunesse? On peut se demander si vous auriez subi les mêmes attaques si vous n'étiez pas une femme. Parfois, je m'interroge, Madame la Ministre. Votre homologue, Madame Bachelot, elle-même, n'avait pas été épargnée en son temps. Je tiens également à saluer le travail d'un grand nombre de nos collègues qui, par leur implication, ont enrichi le texte. Et d'ailleurs, à ce titre, je salue l'investissement de la délégation aux droits des femmes et de la délégation aux Outre-mer qui ont apporté des contributions essentielles. Je voudrais remercier, et souvent on les oublie, les collaborateurs des députés, de l'opposition comme de la majorité, et les collaborateurs des groupes qu'on ne salue pas assez, mais qui font le travail de l'ombre. Je salue les rapporteurs qui, avec 77 auditions et tables rondes, organisées sur près de 170 heures, ont permis d'améliorer le texte sur de nombreux points et de trouver des solutions concrètes pour répondre aux besoins et attentes des usagers, des associations et des professionnels de notre système de soins, preuve supplémentaire de l'attente suscitée par ce texte. À l'issue de nos travaux en commission, le texte comporte désormais 69 articles additionnels et nous avons adopté 358 amendements, dont certains issus des rangs de l'opposition. Je ne m'attarderai pas outre mesure sur la mise en place du tiers payant généralisé, Madame la Ministre. Vous savez que vous nous avez à vos côtés depuis l'origine. C'est une mesure de justice sociale et de cohérence. On ne demande pas à des citoyens qui solvabilisent le système par leurs cotisations sociales et leurs cotisations aux complémentaires de refaire l'avance des frais quand ils rentrent dans le système de soins. Je me permets simplement de vous faire lecture d'un extrait de courrier que j'ai reçu d'un habitant de Lille et qui m'a beaucoup touchée au moment où j'étais l'objet moi-même d'attaques violentes en juillet 2014. Voilà ce qu'écrivait cette personne. Pendant une période de ma vie pas si lointaine, j'ai fait partie de cette case, ni assez pauvre pour avoir la CMU, ni assez riche pour pouvoir toujours faire l'avance des frais. Quand j'en avais besoin et quand je n'y renonçais pas, je me rendais donc à un centre médical de la Mutualité française, à l'autre bout de la ville, pour consulter un généraliste. Je n'ai jamais pensé que les médecins, je le cite, étaient des salauds assoiffés de fric, et suis sûre que la majorité des commentateurs libéraux ici auraient accepté de tirer mon chèque à une date ultérieure. Mais c'était une période d'instabilité financière où signer un chèque était pour moi une prise de risque permanente. Et puis, pour être totalement honnête, j'avais des scrupules et une pudeur qui m'empêchaient de demander ce geste en arguant, même implicitement, de ma situation sociale devant un professionnel qui faisait juste son boulot. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en être sortie et n'ai aucun problème à l'écrire, même si je n'ai pas oublié d'où je viens et je sais que d'autres vivent des situations bien plus dures. Voilà pourquoi je pense que le tiers payant généralisé est une piste intéressante,
parce qu'elle transforme un geste qui, à ce jour, met bien des passants en situation de quémandeur, un geste qui, à ce jour, dépend de la souplesse, de la morale, de la générosité d'un médecin, en droit. Je ferme les guillemets, c'était un citoyen de Lille. Je voudrais juste rappeler ce qu'est la rémunération des médecins au moment où certains, arbitrairement, font passer leur consultation de 23 à 25 euros. Il ne s'agit, dans mes propos, ni de stigmatiser, ni de remettre en cause le système, mais simplement de donner des éléments factuels afin que nous puissions, dans cet hémicycle, débattre sur les mêmes bases de connaissances. Considérons un acte à 23 euros d'un médecin spécialiste en médecine générale. Le paiement à l'acte est de 23 euros visible. On y ajoute la rémunération sur objectifs de santé publique, les ROSP, qui en 2014 ont ajouté en moyenne, selon la Cour des comptes, 5 480 euros par an et par médecin. On y ajoute ensuite 1,50 € par consultation au titre de la rémunération du médecin traitant. On y ajoute 80 centimes de forfait médecin traitant pour un patient en ALD. Je cite la Cour des comptes. 60 centimes pour la prise en charge des personnes de plus de 80 ans. 40 centimes de majoration variée. Il faut également compter les exonérations de cotisations sociales, à savoir cotisations assurance maladie, cotisations familiales et les 2/3 des cotisations assurance vieillesse prises en charge par la solidarité nationale, soit environ 3,60 € dans le prix global d'une consultation. La consultation est donc plus proche de 31,50 € que de 23 €. Il ne faut pas, et peu d'entre nous le savent, oublier les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins ambulatoires, les gardes donc, comme on dit, dont une grande partie est défiscalisée dans les zones prévues à l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique. Nous avons même trouvé des exemples où près de 20 000 € par an pour un médecin étaient défiscalisés. Rappelons enfin que dans le cadre des aides et prestations fournies aux médecins et d'autres professionnels de santé, la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire coûte, et M. Jean-Pierre Door, qui m'a aidé dans cette mission sur la permanence des soins ambulatoires, ne dira pas le contraire, une maison de santé pluridisciplinaire coûte entre 500 000 € et 2 millions d'euros, ce qui constitue une aide indirecte. Remettre dans la loi les termes de service public hospitalier est primordial. Je n'y reviendrai pas. Merci, Madame la Ministre. Il est évident qu'il ne s'agit pas de faire disparaître des cliniques privées. Et je veux encore cibler et pointer du doigt ces campagnes publicitaires de fin d'année qui montraient une jeune femme prête à accoucher dans la rue. Il faut bien reconnaître, n'en déplaise à certains, que l'hôpital public remplit certaines missions qu'il est le seul à accomplir. La loi HPST consacrait dans son article 51 les coopérations interprofessionnelles et les pratiques avancées. Madame la Ministre, on va mettre tout ça en œuvre et je m'en félicite. La coopération entre les secteurs sanitaire, médico-social et social permet d'améliorer la prise en charge des personnes. Je tiens à ce titre à prendre comme exemple la case de santé à Toulouse, qui est un centre communautaire un peu exceptionnel en France, un peu unique, que vous avez beaucoup aidé et qui est dans cette prise en charge globale de populations plus que défavorisées. Les centres de santé ont été un peu précurseurs du mouvement que l'on cherche à mettre en branle depuis quelques années, à savoir cette pluridisciplinarité. Les centres de santé étaient déjà dans cette démarche. L'article 17 prévoit donc une équité de rémunération entre les centres de santé et les professionnels libéraux, négociée dans les conventions. On ne peut que s'en féliciter. Le projet de loi apporte également des réponses concrètes au plus près du terrain pour lutter contre les infections épidémiques, le VIH, les hépatites virales notamment, auprès de publics à risque et des usagers de drogue. Faciliter un dépistage précoce, c'est prévu dans la loi. Les tests de dépistage rapide d'orientation diagnostique du VIH et des hépatites, une grande avancée. Les articles 8 et 9 du projet de loi viennent conforter la politique de réduction des risques et je salue tous les personnels, tous les acteurs qui travaillent dans ces réseaux. L'article 9 va permettre de mener des expérimentations en autorisant pendant une durée maximale de 6 ans les municipalités qui le souhaiteront à ouvrir des salles de consommation à moindre risque supervisées, comme cela se fait déjà dans des pays comparables aux nôtres. Je rappelle, parce qu'on a entendu en commission des propos qui montrent la méconnaissance, et ce n'est pas une injure que de le dire, ces salles s'adresseront à des publics particulièrement vulnérables et éloignés des soins et du droit commun. Je le rappelle, éloignés des soins et du droit commun, et comme je me plais à le dire, qui ont disparu des radars de notre société. J'en viendrai au dernier point, la question de l'éducation à la santé concernant la nutrition. Il faut être courageux, Madame la Ministre.
au-delà des 6,5 millions de personnes qui sont considérées comme obèses dans notre pays. Courageux, je vais donner 2 exemples de lobby. 2 exemples d'invitations reçues ces derniers jours par les parlementaires. Le 25 mars dernier, le syndicat national des producteurs d'additifs invitait les députés à un petit déjeuner dans un célèbre restaurant situé à l'aérogare des Invalides pour débattre autour d'une table ronde intitulée, j'ouvre les guillemets, « Les entreprises de l'alimentaire font face à des campagnes de communication qui vous font perdre l'appétit. Les ingrédients de spécialité en font généralement les frais. » Je ferme les guillemets. 2e invitation, le CEDUS, syndicat des industriels du sucre, invite le 8 avril prochain à une rencontre de travail dans un restaurant du 7e arrondissement sur le thème, j'ouvre les guillemets, marketing social à l'efficacité des stratégies de prévention, les nouveaux résultats du programme Vivons en forme. Je ferme les guillemets. Mes chers collègues, n'interrompez pas Madame la rapporteure qui va conclure. Largement développé sur le site internet du CEDUS que je vous invite, Monsieur Tian, au lieu de hurler, à aller voir, www.lesucre.com, où il est écrit noir sur blanc que, j'ouvre les guillemets, aucune relation directe entre consommation de sucre et prise de poids n'a été mise en évidence dans les études récentes. On ne peut que saluer une telle initiative écrite noir sur blanc. Je pense que les industriels doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités face aux conséquences engendrées par la vente de certains produits qu'ils fabriquent et je souhaiterais pour ma part que l'on puisse aller plus loin en la matière. Tournons-nous pour le coup vers le Québec. Pour conclure, je dirais que lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet de loi, Madame la Ministre, nous avons tout de suite craint le déchaînement à venir des lobbies et de tout ordre et des corporatistes. Eh bien, je dis, nous n'avons pas été déçus. J'espère que malgré cela, nous arriverons au bout de cette discussion avec toujours l'objectif premier que nous nous sommes tous fixés et qui figure désormais dans le titre de la loi, moderniser notre système de santé. Cela répond à un engagement du président de la République, à savoir que chacun puisse être soigné au bon endroit, au bon moment, par la bonne personne. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Madame Catherine Coutel, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes